Bonjour, chers téléspectateurs de Mandé TV et bienvenue au Café littéraire Boulevard des Écrivains. Boulevard des Écrivains qui a tout le plaisir aujourd'hui de recevoir sur son plateau Monsieur Aboubacar Eros Sissoko. Aboubacar Eros Sissoko qui est né à Médina Koura, dans un quartier populaire de Bamako, qui a fait ses études primaires là-bas, avant d'aller à l'Institut national des arts de Bamako. Tout à fait. Ensuite, jusqu'à Toulouse, l'école des beaux-arts. Et de retour au Mali, il s'est consacré à l'animation socio-culturelle avec les enfants, sinon même l'animation pédagogique, et a écrit maintenant 26e livre. Presque une trentaine de livres. Donc il est à son 26e livre. Et Monsieur Aboubacar Eros Sissoko, est-ce que vous avez dans votre parcours des grands moments? Merci Monsieur Aboubacar Eros Sissoko d'avoir accepté notre invitation. Alors, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, une fois de plus, parce que vous êtes passé d'autres fois sur ce plateau, le sujet qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est votre dernière reproduction, votre dernière œuvre, La libération de Kidal, avec la préface de Sékou Konaté. Alors, la libération de Kidal, c'est vraiment l'actualité brûlante. Pouvez-vous nous parler de la genèse de ce livre-là? Nous parler brièvement de ce qu'il y a à l'intérieur de ce bouquin. Bon, pour parler, je vois que tout le monde connaît un peu Kidal maintenant, parce que ça fait 10 ans, et même bien avant ma naissance, Kidal a commencé à être vraiment la bête noire des hommes de pouvoir du Mali. Parce que en 1963, Modibo Keïta, l'ancien président, le père de l'indépendance, a affronté une première rébellion. Chaque président qui est venu au pouvoir a affronté son lot de Touaregs, des révoltés. Et donc, mais ces derniers temps, ça a pris une proportion inimaginable. Et donc, Kidal, aujourd'hui, je ne pouvais pas rester insensible. Quand on écrit, quand on est malien tout simplement, de regarder ce qui s'est passé pendant 10 ans, que le monde entier vienne au secours du Mali. Et moi, je me suis dit, le 14 novembre, quand Kidal a été libéré, j'ai dit que non, moi je suis témoin de mon temps. En tant que témoin de mon temps, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pris mon stylo et j'ai écrit pour rendre hommage aux forces armées du Mali, aux FAMA. Ils ont fait un travail extraordinaire. Donc vous voulez dire que ce livre a été un devoir patriotique, un devoir de citoyen pour vous? Tout à fait. Par exemple, Kidal, aujourd'hui, moi, j'inviterais même les chanteurs à chanter. Moi, en tant qu'artiste, aujourd'hui, j'écris. Chacun doit interpréter Kidal à sa manière, avec ses outils. Et moi, comme je te l'ai dit, mon arme, c'est le stylo. Et j'ai écrit tout ce qui s'est passé par ma tête sur Kidal. De 1963 à nos jours. Et Kidal, c'est quoi? C'est pourquoi j'ai fait un plan bien détaillé pour écrire Kidal. Parce que Kidal me dit beaucoup de choses aussi, moi. Moi-même, j'ai vécu Kidal dans mon cœur d'une autre manière. Mais peut-être au cours de l'intervention, au cours de notre échange, je vais te le dire. Oui, dites-nous comment avez-vous vécu Kidal d'une autre manière? Parce que vous venez de dire avant que du temps de Moussa Traoré, Kidal était un lieu tristement célèbre. Oui. Si on peut parler comme ça. Moi, j'ai vécu Kidal comment? À la première ère de l'indépendance, mon père faisait partie du régime de Modibo Keïta. Et d'ailleurs, la dernière fois, on a fait une émission là-dessus. Il a créé le mouvement des pionniers. Donc, quand il y a eu le coup d'État, en 68, mon père a séjourné à Kidal, pas dans la ville de Kidal, à 30 km de Kidal, à État-Unis. Donc, pour un enfant qui a vécu 7 ans sans son père, Kidal va dire quelque chose dans sa tête. Si vous voulez se rappeler, Kidal était quoi avant? Kidal n'était que un grand espace de punition dans les déserts.
Et c'est pourquoi les hommes politiques prenaient les opposants pour les faire taire, puis les jetaient là-bas. Donc Kidal, c'est ça d'abord. Un bagne. Kidal était un bagne. Un bagne mouroir. Combien de pères sont décédés là-bas? Combien de gens sont partis et ils ne sont jamais retournés? Combien de gens sont retournés complètement détruits? Combien d'enfants sont restés ici dans la détresse alors que leur papa est en prison à Kidal? Kidal m'a évoqué tout ça. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'à un moment, il faut écrire Kidal. Parce que tout le monde voit aujourd'hui Kidal, richesse, il y a le pétrole en bas de Kidal, il y a tout ça dans le sous-sol. Mais non, Kidal dit quelque chose d'autre. C'est pourquoi j'ai commencé le livre par dire d'abord Kidal c'est quoi pour moi et pour les Maliens, pour que les Maliens sachent quoi. Parce que la nouvelle génération, la jeune génération qui est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, Kidal c'est une zone, il y a le sable, Kidal c'est une zone où il y a le pétrole, il y a ci, il y a ça. Mais Kidal c'est quoi? C'est pourquoi j'ai tenu à dire ça comme ça, ils vont comprendre les enjeux qui se jouent à Kidal. Votre livre a été écrit avec une célérité incroyable, puisque ce n'est qu'à partir de novembre, du 14 novembre, mi-novembre, que Kidal a été donc libéré, si on peut parler comme ça. Bien sûr. Comment avez-vous pu écrire un document comme ça en un laps de temps? Bon, c'est ce que tu dois savoir aussi. Autour de moi, j'ai mes petits conseillers aussi. J'ai mes petits conseillers, dont un qui s'appelle Baba Fane, Bokar Fane, et Moussa Dambélé. Bon, ils me font trop confiance. Ils m'ont dit, là, tu as de la matière à écrire. Et moi, je voulais écrire déjà. Mais le fait qu'ils m'ont poussé, j'ai dit, bon, ok, vas-y. Parce que souvent, j'aime écrire. Mais je ne pouvais pas regarder ça et me taire. J'ai des trucs dans mon cœur et ça m'a permis aussi de me libérer, quoi. Écrire ce livre, vraiment, ça a été... je peux dire un grand amusement pour moi. Je me suis éclaté sur le papier. J'ai tapé mon délire. Un grand amusement avec un sujet aussi sérieux que ça. Oui, parce que quand Kidal a été libéré, qu'est-ce qui s'est passé en gros à Médina Croix? Il y a un groupe de femmes qui est venu comme ça, spontanément, pour dire Eros, il faut qu'on aille, parce qu'il y a eu des mouvements spontanés qui sont partis chez le ministre de la Défense. D'une région à l'autre, il y a eu des mouvements spontanés pour éclater leur joie. Il y a une femme qui m'a dit, Eros, allons-y. Nous les femmes, on va aller saluer le ministre de la Défense. Dans cette euphorie, j'ai dit, ok, on a pris les banderoles, on a pris la voiture. Voilà qu'on a pris le chemin de chez nous au ministère de la Défense. Sans rendez-vous. Quand on est arrivé là-bas, du coup, bon, moi j'étais dans la délégation, quoi. Donc j'ai dit, bon, allons-y. On était là, en face à face, avec les militaires à la grande porte. J'ai dit, bon, allons-y les voir. Les femmes avaient une lettre. Ils ont dit, on veut venir remercier le ministre de la Défense et des anciens combattants, Sadio Kamara. Et moi, je suis venu avec les deux femmes. On était nombreux. Ils ont dit, bon, tout le monde ne peut pas rentrer. Ils ont dit, bon, à toi. Quand on est venu, et tout de suite, sans rendez-vous, le ministre a ouvert son bureau, on est rentré. Je n'ai pas voulu dire tous ces détails-là. Donc on est rentré pour aller expliquer. Donc, Kidal méritait d'être écrit. La libération de Kidal. Et vous l'avez écrit, la libération de Kidal. La composition de votre livre, dans votre dédicace, vous évoquez quand même des personnalités plus emblématiques avant d'arriver aux 5 colonels, donc, auxquels vous consacrez un passage entier. Dans votre dédicace, et vous citez des noms comme le colonel, à la mémoire du colonel Sékou Traoré, capitaine Alassane Diarra, Mohamed El Béchir Sissoko, Omar Blondin Diop, Fatoumata Batoulignan, des personnages emblématiques et d'ailleurs qui sont vraiment souvent dans l'histoire brûlante du Mali. Tout à fait. D'abord, il fallait commencer par le colonel. Ce qu'il a été libéré, ça a été aussi un travail acharné des militaires et de leur gouvernement. D'abord, j'ai commencé par eux. Ensuite, je suis venu au colonel Sékou Traoré. Il faut que les Maliens sachent qui était
le colonel Sékou Traoré. C'est le premier colonel de l'armée malienne. Quand le président Modibo Keïta a fondé l'armée malienne, Sékou, le colonel Sékou était dans la sous-commission de la création du... Aujourd'hui, il n'est pas connu. Même l'autre jour, je voyais quelqu'un dire que bon, quand Modibo a voulu créer l'armée, c'est général Soumaré. Non. À la tête de cette commission, il y avait Mamadou Diarra H. Il y avait colonel Sékou. Donc, je ne peux pas parler de colonel aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ces colonels sont là. Mais avant qu'ils ne soient colonels, il y a eu des colonels. Donc, il faut que je parle. On sait le général Soumaré d'ailleurs, que Modibo avait envoyé à l'école de guerre de Saint-Cyr, et qui est revenu, et donc qui a joué un rôle important, exceptionnel d'ailleurs, parce qu'à cette époque, on envoyait les officiers dans les écoles de guerre pour revenir avec le plan Foccart faire des coups d'État en Afrique. Mais le général Soumaré donc ne l'a pas fait. Alors, est-ce que vous mettez en parallèle les 5 colonels avec Sékou Traoré, avec le général Soumaré? Non, c'est que moi aujourd'hui, en évoquant les colonels, avant ces colonels, j'ai connu d'autres colonels d'abord. Il faut leur rendre hommage à ces colonels, qui surtout sont à la base de la création de l'armée du Mali. C'est pourquoi j'ai mis Sékou, le colonel Sékou Traoré. Ensuite, je redescends, je parle du capitaine Alassane Diarra. Capitaine Alassane Diarra, c'est un grand capitaine qui a fait 10 ans de bagne, qui a fait ses études avec Séni Kounché, l'ancien président. Donc ensuite, je parle de mon grand frère Mohamed El Béchir, paix à son âme, parce que en écrivant ces livres, avant d'écrire ces livres, j'avais été alerté par mon frère, qui travaille à l'OREP, qui m'a dit, Eros, tu sais ce qui se passe? On a découvert le pétrole, on a découvert des gisements. Et un jour viendra, et bien ça va être une guerre. Et ça a été le cas. Donc il fallait, bon, et puis tous ceux qui m'ont aidé. Et en parlant, par exemple, tout de suite, j'ai parlé de Oumar Blondin Diop, parce que j'étais dans un mouvement il n'y a pas longtemps. C'est un grand panafricaniste, de grand chemin. Et les colonels sont sur ce chemin aujourd'hui. Et Fatoumata Batoul-Niane, c'est une dame qui est en train d'accompagner aujourd'hui les colonels dans leur travail. Elle a posé des actes. Donc du coup, je pense à tous ces gens-là, tous ces gens qui sont en train de faire le Mali courant. Ensuite, des gens qui sont très proches de vous, mais vous finissez par, donc plus ou moins par Assimi Goïta. Et vous dites, vous écrivez, Assimi Goïta a privilégié et posé 3 conditions stratégiques, simples et originales dans ses relations avec les autres États, afin de promouvoir l'intérêt suprême du Mali. Ces conditions sont les suivantes. Le respect de la souveraineté du Mali. 1. 2. Le respect des choix stratégiques et des partenaires du Mali. Tout à fait. Et 3. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les prises de décisions. Alors, avec la libération de Kidal, les Fama donc, ont démontré cette nécessité. Et vous embrayez d'ailleurs beaucoup plus, vous mentionnez beaucoup plus Djeneba Seck, qui a beaucoup chanté l'armée malienne. Mais dans votre préface, au-delà de votre préface, qu'on peut même juger de plus ou moins provocatrice, comme vous venez de nous le dire, vous faites un mélange de genres. Donc, dans votre écriture, selon votre préfacier même, vous mélangez tous les genres. L'histoire, donc le réalisme, le vécu. Comment est-ce que vous arrivez à faire tout ce mélange de genres? On sait que vos anciennes œuvres, c'est aussi un mélange de genres. Vous avez fait beaucoup de contes pour enfants, donc le fantastique, le merveilleux. Vous avez écrit beaucoup d'articles sur des personnalités, écrire la mémoire de notre société. Vous avez écrit un livre sur Amadou Toumani Touré, vous avez écrit un livre sur mon père, votre père, qui a été au bagne de Kidal. Vous avez écrit un autre livre sur Chérif Ousmane Madani Aïdra, un prêcheur d'exception. Mais comment vous arrivez comme ça, pêle-mêle,
à aller d'un genre à un autre et d'une situation à un autre. Bon. D'où vient cette inspiration ou cette énergie? Je crois que c'est mes études aussi qui me facilitent la tâche. Parce que quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, on avait un cours, et ça, c'était un cours de liberté totale. L'élève vient en classe pendant une demi-journée, il choisit un thème, il fonce. C'est ce que je suis en train de faire. Je m'éclate comme ça. Donc, je ne pouvais pas parler de Kidal aussi, sans parler des références aussi. Le Mali Koura est en train d'avancer, le Mali est en train d'avancer vers quelque chose où il y a des gens qui ont fait ça avant. Qui ont... Justement. Donc, du coup, je retombe dans l'histoire. Dans votre livre, justement, donc, à propos des personnages, les principaux personnages, on les rencontre dans votre rappel historique. Et votre rappel historique parle de personnages comme Nyamodi Sissoko, voilà. Almami Samori Touré, Babemba Traoré, Modibo Keïta. Alors, qu'est-ce qui vous pousse déjà à nous renvoyer dans ce passé de l'histoire et pour traiter un thème d'actualité aujourd'hui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ces personnages-là, parlez-nous de Nyamodi. Oui. Moi, je suis un descendant d'abord de Nyamodi. Je suis très fier de lui. Et je suis originaire de Logo-Saousré. Donc, j'écris ça pourquoi? Pour la génération actuelle. Parce qu'aujourd'hui, ce que la génération actuelle est en train de voir, bon, voilà, il y a un groupe de militaires qui sont là aujourd'hui, ils ont fait ce travail. Mais avant ça, il y a des gens qui sont rentrés aussi dans la résistance. Peut-être qu'ils n'ont pas lu en classe. D'ailleurs, je profite de l'occasion que bientôt, j'envisage d'écrire un livre sur Nyamodi, la bataille de Logo-Saousré. Ce n'est pas écrit. Donc il faut que les enfants du Mali sachent que la résistance n'a pas commencé aujourd'hui. Que Nyamodi s'est bataillé. Vous voulez parler de la résistance à la pénétration française? Parce qu'il y a une résistance actuellement ici. Il y a une résistance qui est là. Donc il y a eu des résistants. Il y a eu Nyamodi à Logo-Saousré. Il y a eu Almami Samori Touré. Il y a eu Babemba. Il y a eu Modibo Keïta contre la pénétration française. Et aujourd'hui, on a ces colonels. Donc, il ne faut pas qu'on commence par ces colonels. Il faut que l'enfant malien puisse savoir d'où il vient, qui a fait quoi. Et malheureusement, l'école malienne ne donne pas cette porte d'entrée pour que les enfants puissent savoir que hier, Nyamodi était à Kaï. Il a fait savoir l'acte posé par Nyamodi. Voilà l'acte posé par Samori. Et c'est tout un programme d'études qu'il faut voir pour former l'enfant malien. C'est pourquoi souvent quand j'écris, je fais un retour en arrière pour revenir sur mon sujet. Nous étions tentés de vous poser la question, pour qui écrivez-vous? J'écris pour tout le monde. J'écris pour... Donc pas seulement pour les scolaires et les enfants. Non, non, j'écris pour les élèves, j'écris pour les fonctionnaires, j'écris pour les paysans, j'écris pour tout le monde. Si on prend votre livre, La libération de Kidal, donc c'est beaucoup plus à autre catégorie de personnes que les enfants. Bon, moi je trouve que chacun peut trouver son compte dedans. Un enfant qui va lire, va dire, il y avait un roi qui s'appelait Nyamodi. Ah, il y a un autre élève de la 6e qui va dire, Kidal avant. Donc c'était la prison, c'était comme ci, comme ça. Vous voyez, il y a des gens, des adultes qui vont dire, voilà les enjeux d'aujourd'hui. Donc j'aimerais que tout le monde trouve un peu son compte dans mon livre, quoi. C'est pourquoi... et quand on écrit aussi, il faut réfléchir pour ne pas oublier certains éléments. C'est ça que je fais. Voilà. Votre livre évoque beaucoup de situations historiques. Vous parlez de l'accord de Tamnara 7, vous parlez de l'accord d'Alger, de la MINUSMA et de son incapacité. Alors, d'accord en accord, pouvez-vous nous réchauffer vraiment ce vieux passé? Bon, voilà. Le plus récent, c'est l'accord d'Alger. Mais il y en a eu avant. Tamara 7. C'est-à-dire que ce que j'aimerais dire, en 63, c'est-à-dire pour moi, d'abord, c'est ce que j'ai écrit l'autre jour comme article. Et un pays, c'est quoi pour moi? C'est comme une famille, une maison familiale, où le chef d'État est le chef de famille.
Quand il y a un problème là-bas, c'est au chef d'État, au chef de famille de régler, de mettre tout le monde à sa place. C'est ce que Modibo Keïta a fait. Quand il y a eu la rébellion Touareg en 63, Modibo Keïta n'a pas eu besoin d'aller voir le Maroc ou la Guinée, et pourtant ils s'entendaient bien avec Sékou Touré, pour signer un accord. On n'a pas besoin d'accord. Le pays a ses lois que tout le monde doit respecter, comme dans une maison. Donc, dès lors qu'ils ont commencé les accords de Tamaracet en 91, et depuis, on est parti d'accord en accord. Pourquoi on a besoin d'aller d'accord en accord, alors qu'on peut régler certaines situations entre nous, Maliens? Ça, d'abord, ça a été un échec au Mali. C'est-à-dire quand on a un problème, partout dans le monde, où il y a des communautés qui vivent ensemble, il y a des conflits. Et regardez en France. Il y a la France, il y a les problèmes, ils ont des problèmes avec la Corse, mais la France n'est pas partie signer un accord en Allemagne. Au Sénégal, ils ont des petits problèmes, mais Macky Sall va tout faire pour régler son problème avec les Casamance au Sénégal. Il ne va pas venir au Mali pour dire, bon, venez, allons-y, on va faire ces accords-là. Vraiment, et ça a amplifié la chose et ce n'était pas la peine. Dans ma famille, chez moi, si je suis chef de famille, même si je suis, d'ailleurs je ne le suis pas, si je suis polygame, si mes deux femmes se chamaillent, eh bien je vais venir parler. Si mon premier fils déconne, soit je vais lui dire, bon, c'est comme ça, ma famille, où est-il, dégage. C'est ce que Modibo a fait en 63. Quand les Touaregs ont fait la rébellion, et Djiby Sy, ils ne sont pas prêts de l'oublier. Mais maintenant, il faut qu'on aille à Ouagadougou, accord de ci, accord de ça. C'est quoi? Cela veut dire que le chef de famille déjà est dans l'incapacité. Quand on est responsable, on s'occupe de sa famille, point barre. D'ailleurs, aujourd'hui, on est revenu sur ça. D'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement dit? Le dialogue intermalien. C'est ça, ça commence au Mali, ça va se faire au Mali, le linge sale se lâche en famille. Alors, M. Aboubakar Eros Sissoko, vous insistez vraiment sur le parcours exceptionnel des 5 colonels, à commencer par Assimi Goïta, président de la transition. Et est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter l'homme avant d'arriver à ses camarades de rang? Bon, moi je crois que j'ai pris toute une partie pour expliquer le parcours exceptionnel des colonels. Parce que c'est des gens qui ont fait de grandes études. Ils ne sont pas arrivés, ils ne sont pas devenus militaires ou colonels ou lieutenants comme ça, par complaisance. Donc d'abord, moi, j'ai tourné dans beaucoup d'écoles au Mali, mais ils sont sortis du Britannique. Le Britannique, c'est une école d'élite d'abord. Ils ont commencé là-bas. Vous allez voir entre dans l'école au Mali, l'école publique malienne et les Britanniques, ça fait 2. Vous allez voir, il y a des grèves, des sorties, des trucs. Au Britannique, non, il n'y a pas ça. Donc, pendant que les autres enfants sont en grève, ça, les Britanniques travaillent. Ils lisent. Ils écrivent. Ils font beaucoup d'activités. Donc, voilà des jeunes, des gens, ces colonels, presque la majorité, la presque totalité de ces colonels ont fait les études là-bas. Après, là-bas, ils sont partis à Koulikoro, à Lemia. Donc, et suite à ces études, ils ont fait d'autres grandes études, ils sont sortis dans d'autres, ils ont effectué d'autres grandes études à l'extérieur. À l'extérieur. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire à un moment d'écrire cette partie. Mais après l'extérieur, Assimi est revenu, votre livre nous le dit, et l'on ne comprend vraiment mieux que ce que l'on a vécu soi-même. Il a été affecté à Kidal, dans la 7e région militaire, au camp du général Aboulaye Soumaré. Et donc, il connaît bien... il connaît bien la zone. La zone. Tout comme le colonel Ouagé, il connaît aussi. Tout comme ils connaissent bien. C'est pourquoi, à un moment, et quand tout à l'heure on parlait d'accord, quand il y a eu tout ça, et ensuite l'aménagement est venu, tout, à un moment ils ont dit il faut arrêter. Il faut arrêter avec tout ça. Et pour arrêter aussi, ça a été tout un exercice aussi à part. On ne peut pas venir comme ça, arrêter l'aménagement. Donc, bref, vu leur parcours exceptionnel, les 5 colonels sont les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Tout à fait. Ils ont fait ça avec beaucoup. La libération de Kidal a été, quand on voit comme ça, on pense que c'est facile, ça n'a pas été facile. Ça a été fait avec beaucoup de stratégies. Stratégie, au-delà de la stratégie militaire,
sur le terrain, il y a toute une stratégie aussi de communication. Parce que il ne faut pas oublier que l'aménagement avait été affecté ici par les Nations Unies. Donc il fallait aller déverrouiller aux Nations Unies. C'est pourquoi il y a eu tous ces allers-retours de nos plus hautes autorités, à commencer par Dr Choguel, le Premier ministre. Il y a deux déclarations fracassantes d'ailleurs que vous mentionnez dans votre livre. Donc au Conseil à l'Assemblée Générale des Nations Unies, de Choguel, de Abdoulaye Diop, et du ministre, le colonel Abdoulaye. Le colonel Abdoulaye. Le porte-parole du gouvernement. Oui. D'ailleurs, Choguel, quand il est rentré aux Nations Unies, le mot qu'il a lâché, on ne va jamais oublier ça. La France nous a lâché en plein vol. En plein vol. Voilà. Donc, ça a été réfléchi, hein, parce que le Mali, les colonels seraient partis comme ça, à Kidal. Et bien, ils allaient se retrouver à la CPI. Parce qu'ils allaient trouver des moyens pour dire que, bon, voilà, ça ne va pas. Donc, il fallait aller déverrouiller, et ils l'ont bien fait. Et la diplomatie malienne a joué son efficacité à fond à la caisse. Chacun aura joué sa partition. D'abord, Choguel, quand Choguel, le Premier ministre, Dr Choguel est tombé malade, et le porte-parole du gouvernement est venu en renfort. Ensuite, le ministre Abdoulaye Diop aussi est venu en renfort, et à un moment, ils ont dit, bon, c'est bon, ils vont partir. Mais toute cette stratégie consistait à quoi? Parce que quand on regarde bien Kidal, qu'est-ce qui s'était passé avec l'aménagement? En Bambara, on dit que quand le chercheur d'aiguille maintient la plante des pieds sur l'aiguille, jamais on va les retrouver. C'est faux, on peut les retrouver. En Bambara, on dit, bon, jamais on va les retrouver, c'est difficile à les retrouver. On peut les retrouver. Celui qui a le pied maintenu là-dessus, il faut le bousculer. Il suffit de le bousculer. De le bousculer de sa place et tu vas ramasser ton aiguille. C'est ça qui s'est passé à Kidal. Et donc, c'est ce que Assimi et les 5 colonels ont vu. Et il a insisté sur le fait que, d'ailleurs, les États, dont la France, il a dit, la France ne va pas investir des milliards au Mali pour l'intérêt des Maliens. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant d'aiguilles, plante sous les pieds, pour rigoler maintenant, vous savez ce que je dis aux gens? Quand ils disent, bon, quand on a l'aiguille sous les pieds, c'est difficile de le voir. J'ai dit, non, c'est faux. Il faut appeler le colonel Assimi ou l'armée malienne, ils vont bousculer et vous allez ramasser. Donc c'est ça, c'est la stratégie que le Mali a employée pour prendre Kidal. Donc, vous dites finalement, il y avait deux phases importantes. La phase de la communication, l'information, et ensuite les moyens logistiques, donc l'armement, pour arriver à l'assaut final. Parlez-nous de cet assaut final. Bon. Comment ça s'est passé? D'ailleurs, tout ce qui se passe se joue autour. C'est pourquoi j'ai mis ça au départ. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques des partenaires, la prise en compte des intérêts. Donc c'est le respect des choix des partenaires. Parce que le Mali a toujours collaboré avec les mêmes partenaires depuis l'indépendance. Maintenant, ces militaires doués d'intelligence, on dit qu'à un moment, il faut qu'on aille voir la Russie. Il faut qu'on aille diversifier un peu nos partenariats. C'est là que ça a joué. Donc, mais, d'ailleurs, vous allez voir sur la couverture, il y a quelque chose, drone, il y a le drone. Le drone a joué un grand rôle là-dedans, dans cette guerre. Parce que s'il n'y avait pas de drone, on ne pouvait pas localiser où se trouvent ces rebelles-là. Avec le drone, d'ailleurs, ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'arrivées de drones, il y a eu beaucoup d'arrivées de matériel. Et ça manquait à l'armée. Parce que depuis combien d'années, l'armée malienne n'avait plus rien. L'armée malienne n'avait plus rien. Et heureusement, l'arrivée des colonels est en train de renforcer les capacités de notre armée. Et voilà, la guerre de Kidal, la libération de Kidal s'est jouée sous ces tableaux. Tableau de diplomatie, monté au créneau, à la tribune des Nations Unies, pour convaincre chacun. Et ils ont eu gain de cause. Ensuite, chercher, pendant qu'ils étaient en train de négocier, ils étaient en train de chercher aussi, tisser, renforcer les partenariats avec les pays qui ont les armements. Et voilà. Voilà comment Kidal s'est joué. Donc vous voulez dire que l'arme est l'alpha et l'oméga du soldat.
Donc, et votre livre, La libération de Kidal, écrit donc coup sur coup, en une seule tranche, a été publié aux éditions du Mandé, et qui a fait un formidable effort pour vraiment publier ce livre-là en un laps de temps, avec une illustration très évocatrice. Vous venez d'en parler, et donc c'est ce qui a permis la libération de Kidal. Donc, M. Aboubakar Eros Sissoko. Mais on peut parler de la couverture une seconde? Oui. Parce que cette couverture, je l'ai fait avec un copain. Vous êtes plasticien? Voilà, je suis plasticien, j'ai fait l'école de Bouddha. Parce que la couverture, déjà, dans un livre, ce qui est important pour moi, déjà, il faut que la couverture parle déjà. C'est ce que j'ai voulu faire. Vous allez voir la grotte de Kidal là. Et là, vous allez voir en haut, drone. Le drone est là. Et il y a 2 militaires. On ne peut plus rentrer à Kidal et faire n'importe quoi maintenant. C'est fini. Kidal est à nous. Kidal est à nous. On maîtrise Kidal, on surveille Kidal. Voilà, c'est ça. Alors, merci M. Aboubakar Eros Sissoko d'avoir, une fois de plus, accepté d'être sur notre plateau. Merci Mandé TV aussi. Ah, merci. D'avoir pensé donc, à nous les écrivains. C'est tout un plaisir pour Boulevard des écrivains et Mandé TV de vous recevoir ce matin autour d'un sujet très brûlant et très d'actualité, donc la libération de Kidal. Chers téléspectateurs de Mandé TV, nous vous remercions donc de votre patience. À bientôt. Et nous nous donnons rendez-vous pour un autre café littéraire, pas seulement avec Aboubakar Eros Sissoko, à tous les écrivains, mais à tout moment. Merci. Merci, à M. bientôt. Sissoko. Ciao.